Alors aujourd'hui, on plonge dans les tout premiers poèmes d'une véritable légende, d'un génie rebelle, Arthur Rimbaud. On va parler de ces 22 poèmes qui forment ce qu'on appelle les cahiers de doigts. C'est vraiment là la toute première étincelle de son talent, un talent qui allait tout changer. Brûler, je le veux. Imaginez un peu, recevoir une lettre avec une demande pareille, aussi radicale. Et pourtant, c'est bien ce qu'Arthur Rimbaud écrit à son ami, le poète Paul Domény, en 1871. Un ordre sans appel. Et cet ordre, il concerne quoi? Eh bien, les poèmes qu'il lui avait confiés quelques mois plus tôt. Mais le plus fou dans tout ça, c'est son âge. Il a 16 ans. 16 ans, c'est juste un adolescent. Et pourtant, avec une lucidité féroce, il demande qu'on efface tout, qu'on détruise les toutes premières traces de son génie. Heureusement pour nous tous, Paul Domény n'a pas obéi. Non, il a gardé les manuscrits, il les a conservés comme de véritables reliques. Et c'est donc l'histoire de ces poèmes qui ont survécu au feu qu'on va raconter. Une histoire qui nous donne un aperçu incroyable de la naissance d'un mythe. Alors, pour bien comprendre ces poèmes, il faut qu'on se replonge dans le contexte. On est en France, en 1870, et c'est le chaos. La guerre franco-prussienne vient d'éclater, l'empire de Napoléon III est en train de s'effondrer, et au milieu de tout ce tumulte, il y a ce gamin de Charleville. Un adolescent surdoué, oui, mais qui étouffe complètement sous l'autorité de sa mère. Alors que fait-il? Il décide de fuguer. Il faut bien se rendre compte, il n'a que 16 ans. C'est vraiment ça le point clé. À l'âge où la plupart des ados découvrent à peine le monde, lui, il est déjà en train de le réinventer, avec des mots, avec une poésie d'une maturité, d'une audace. C'est juste sidérant. Et attention, ces poèmes, il ne les a pas écrits tranquillement dans le confort d'un bureau, pas du tout. Ils sont le fruit de ses fugues. D'abord en août, puis en octobre 1870, il se barre de chez lui. Et c'est à doigt, entre deux voyages, entre deux errances, qu'il va confier ces 2 liasses de poèmes à Paul Domény. C'est vraiment ça, une poésie née sur la route, en plein tumulte de l'histoire et de sa propre révolte intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces poèmes? D'abord, et c'est frappant, il y a ce besoin d'évasion, une quête de liberté totale, absolue. Il veut fuir les conventions, fuir cette société bourgeoise qui l'étouffe. Et cette liberté, il va la trouver où? Dans le vagabondage, sur les routes, et dans une communion presque mystique avec la nature. Et s'il y a un poème qui résume tout ça, c'est bien Ma Bohème. C'est l'hymne parfait de cette fugue. Rien que les premiers vers, ils disent tout. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevés. On a le mouvement, l'insouciance, et puis cette pauvreté. Une pauvreté qu'il assume, qu'il célèbre presque, avec ses poches crevées. Ce qui est absolument génial là-dedans, c'est son autodérision. En fait, Rimbaud prend tous les clichés du poète romantique et il se les approprie avec un humour hyper mordant. Son vieux manteau tout usé, il devient idéal. Son auberge, c'est à la grande ours, ce qui veut dire qu'il dort à la belle étoile. En fait, il transforme sa misère en une sorte de noblesse poétique. C'est sa façon de dire « ma seule, ma vraie richesse, c'est ma liberté ». Et dans cette quête de liberté, la nature, elle, devient tout pour lui. C'est sa seule amante. Il y a ce vers dans le poème Sensation qui dit tout. Par la nature, heureux comme avec une femme. Pour lui, le vrai bonheur, il n'est pas dans les relations humaines. Non, il est dans cette fusion totale avec le monde. La nature, c'est une source d'amour infini, une véritable échappatoire. Mais attention, l'évasion dans la nature, ce n'est qu'une facette du personnage. Parce que Rimbaud ne fait pas que fuir le monde, il l'attaque de front. Et ses cahiers, c'est aussi ça, un véritable brûlot. Une critique féroce, satirique de la société de son époque. Et là, il ne retient absolument pas ses coups. Personne, mais alors personne n'est épargné. Il se moque de la propagande militaire, il se moque de la suffisance des bourgeois de province, de l'hypocrisie de l'Église. Et là, il faut se remettre dans le contexte. On est en 1870. Critiquer la religion de manière aussi frontale, c'est d'une audace folle, c'est subversif. Il va même jusqu'à s'en prendre à l'empereur Napoléon III, qu'il dépeint comme un type complètement ridicule. Franchement, à 16 ans, avoir une colère politique aussi aiguisée, c'est impressionnant. Bon, Le Dormeur du Val, c'est sûrement le poème le plus connu du recueil. Et c'est un exemple parfait de sa technique. Au début, tout semble calme. C'est une scène de nature, presque une carte postale. On a ce trou de verdure, une rivière qui chante. Et au milieu, un jeune soldat qui a l'air de dormir, tranquillement. Le poète parle à la nature comme si c'était une mère. Il lui demande de le bercer, de le réchauffer parce qu'il a froid. Tout est doux, tout est calme. On se laisse complètement emporter par cette tranquillité. On est dans un sentiment de paix. Mais c'est un piège. Et puis, bam! Le dernier vers, il tombe comme un couperet. Il a 2 trous rouges au côté droit. La chute est d'une brutalité, c'est violent. D'un coup, la réalité de la guerre fait irruption et vient tout pulvériser. Le dormeur, en fait, il est mort. Et en un seul vers, Rimbaud nous jette toute l'horreur du conflit à la figure. Mais sa révolte, elle ne se limite pas au thème, non.
elle est aussi dans la forme. Rimbaud ne se contente pas de critiquer le monde avec des mots, il fait aussi exploser les règles de la poésie de son temps. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend l'alexandrin, le vers classique par excellence, et il s'amuse avec. Il le tord, il le disloque. Il n'hésite pas à mélanger un vocabulaire très noble avec des mots crus, presque vulgaires. Tout ça pour créer des images qui frappent, qui dérangent. Et l'exemple le plus éclatant de cette méthode, c'est sans aucun doute son sonnet « Vénus Anadyomène ». Et là, le procédé est juste fascinant. Rimbaud prend un des plus grands symboles de la beauté classique, la déesse Vénus qui sort des eaux, magnifique, et il le retourne complètement. Sa Vénus à lui, elle ne sort pas de l'océan, non, elle sort d'une vieille baignoire. Elle est grosse, elle a le corps abîmé. Et le poème se termine sur ce vers qui a dû être un choc énorme à l'époque, « Belle hideusement d'un ulcère à l'anus ». C'est une claque. Il nous force à voir la beauté là où on ne s'y attend pas, dans la laideur, et à refuser les idéaux tout faits. On peut le dire, c'est le début de la poésie moderne. Donc on le voit bien, ces 22 poèmes, ce n'est pas juste une œuvre de jeunesse qu'on pourrait mettre de côté, non, c'est bien plus que ça. C'est le laboratoire où Rimbaud est en train de forger les armes de sa future révolution poétique. Et le fait qu'on puisse les lire aujourd'hui, ça tient vraiment du miracle. D'ailleurs, juste après avoir écrit ces poèmes, Rimbaud va mettre des mots sur son ambition folle. C'est ce qu'il fait dans ses fameuses Lettres du voyant. Pour lui, le poète doit devenir un voyant, un voleur de feu. Comment ? En explorant l'inconnu par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Eh bien, les cahiers de doigts, on peut dire que c'est vraiment la toute première étape de ce voyage fou. Sa première vraie émancipation créatrice. Et l'histoire du manuscrit lui-même, c'est une aventure incroyable, une véritable épopée. D'abord, il y a Dominique qui le sauve du feu, contre la volonté de Rimbaud. Ensuite, le manuscrit passe de main en main, d'un éditeur jusqu'au célèbre écrivain Stefan Zweig, qui va le conserver comme un trésor. Ce petit cahier a traversé les guerres, traversé les continents, pour finalement arriver à la British Library, où il est aujourd'hui. Finalement, la volonté d'un adolescent de tout détruire, eh bien, elle a été vaincue par la postérité. Au fond, toute cette histoire nous rappelle une chose, à quel point la création est fragile. Et ça nous laisse avec une question, une pensée. Combien de chefs-d'œuvre comme ça, combien de révolutions artistiques ou même scientifiques ont tout simplement disparu, réduits au silence par un doute, un ordre de tout brûler ou juste un coup du sort ? Quand on y pense, c'est une question absolument vertigineuse.